Donc actuellement, pour en revenir, vous avez le gouvernement de Tobrouk, donc qui représente que lui-même. Vous avez Hafter qui a pris l'initiative de s'attaquer donc aux islamistes. Donc maintenant, on nous parle d'un deuxième gouvernement. Pourquoi? Parce que Hafter s'est rapproché des tribus libyennes, qui ont complètement été occultées, comme je l'ai dit tout à l'heure, du schéma. Sauf que les tribus libyennes s'étant réunies, je le répète, à El Azazia en mai 2014, ne reconnaissent pas du tout toutes les lois qui portent atteinte aux privatisations des biens d'État. Donc ça pose un problème. Ça pose un problème à l'ONU, ça pose un problème à l'Union européenne, parce qu'eux commencent à se frotter les mains, c'est bon, on a la main mise, bon, impeccable. Sauf que dans les faits, ça ne se passe pas comme ça. Donc Hafter a été lâché par les Américains, par les Français, bénéficie actuellement du soutien de l'Algérie et de l'Égypte, qui voient d'un mauvais œil la création d'un khalifa ou d'une influence des frères musulmans type Morsi. Voilà, ils veulent se préserver de cela. Et là, on se rend compte que dès lors que les tribus ont reconnu partiellement le gouvernement de Tobrouk, donc l'ONU là est embêtée. Pourquoi ils sont embêtés? Parce que la première chose que les tribus libyennes demanderont au gouvernement de Tobrouk, c'est d'annuler la loi d'exclusion qui empêche aux anciens fonctionnaires de Kadhafi de pouvoir se présenter aux élections. Ah oui, il y a la loi d'exclusion. Une loi d'exclusion qui interdit aux anciens fonctionnaires de se présenter. Donc c'est 2 millions de Libyens. 2 millions de Libyens qui sont exclus de l'élection. Voilà, donc ça passe. C'est ça la démocratie. Voilà, donc ça passe. Et réconciliation de voilà. tout le monde. Donc ça passe du haut fonctionnaire d'État au postier ou au directeur de l'école maternelle. Il ne peut pas se présenter aux élections. Et tout ce qui ramène à l'ancien régime est interdit. Voilà. Vous ne pouvez pas faire l'apologie de l'ancien régime. Alors tous les acquis sociaux, tout ça, on peut en entendre parler. On n'a pas le droit de comparer en fait la situation antérieure avec... Non. Le système parlementaire à l'occidental est la solution pour la Libye. Alors on essaie de nous fanfaronner de ces experts là, ces experts de pacotille là qu'on nous assène sur BFM TV, sur iTélé, sur France TV. Oui, mais vous comprenez, il faut le temps que la démocratie s'installe. Quelle démocratie? Il y avait la démocratie en Libye. Il y a une démocratie directe. Le pouvoir était au peuple. C'est le peuple qui a pris les décisions. Je donne un exemple. Vous savez l'histoire du lac artificiel là. Oui, la grande rivière. Voilà, mais Kadhafi au départ était contre ce projet. Il s'est plié à la volonté populaire. Kadhafi souhaitait qu'il y ait un enseignement des langues étrangères au sein des universités pour les Libyens. Les chefs tribaux ont dit non, on va prendre que l'arabe, ce qui n'était pas une bonne chose en soi, Kadhafi a respecté. Kadhafi avait souhaité proposer un développement d'autoroutes en Libye. Les chefs tribaux ont dit non, on n'a pas besoin, on s'en fout. On a des 4x4, pourquoi tu veux qu'on dépense de l'argent dans les autoroutes? Vous voyez, donc, il y avait quand même, au sein des comités populaires, une décision populaire qui était prise. Et Kadhafi était un peu un guide, il donnait sa ligne, mais... Après, c'est sur le terrain, concrètement. Voilà, et c'est le peuple, effectivement, qui décidait, et les tribus qui avaient le dernier mot. Donc il y avait quand même une démocratie, mais cette démocratie occidentale ne pourra jamais fonctionner en Libye. D'ailleurs, on essaye, par ailleurs, ils ont bien compris que si ce système démocratique doit exister, on doit complètement occulter la spécificité tribale et enlever le pouvoir que les tribus ont en Libye. Ça, le problème, ça va être compliqué, et c'est compliqué, parce qu'en 4 ans, ils n'ont pas réussi. Voilà. Parce que les Libyens sont attachés à leur chef de tribu, ils ne sont pas attachés à un parlementaire qui sort de je ne sais où, et ils ne vont pas l'écouter. Moi, je vous donne une petite anecdote. On était à Tripoli pendant le conflit. Et donc, on était sous protection donc, des autorités libyennes. Et on avait une personne qui était affectée. Et il s'avère qu'un chef d'une tribu importante des Warfala veut nous rencontrer. Parce qu'il veut nous remercier, il veut nous voir, il veut nous remercier d'avoir de soutenir le peuple libyen. Donc il envoie deux personnes à lui, il nous appelle, il vous envoie un 4x4 avec... on vient vous charger, vous venez me voir dans mon bureau à Tripoli. Donc les mecs arrivent, on commence à monter dans le 4x4, le chef de sécurité arrive, il parle aux Libyens dans le 4x4, puis il dit tu fais quoi là? Elle dit moi je sais pas, mon chef il m'a dit de venir chercher. Il dit, non, moi si c'est le gouvernement, voilà, je te montre ma carte, ils sont sous ma protection, ils partent pas avec toi. Et le mec il sort, mais moi j'en ai rien à foutre de toi. Et moi, mon chef, il m'a dit de le prendre, je le prends. Non, mais on a cru qu'ils allaient
À Tripoli. Attends, ils sont kadhafistes, les deux. Enfin, les deux sont pas... Le mec, il dit non, moi je m'en fous, toi t'es rien. Moi je réponds à mon chef de tribu. Ouais, ça, c'est un exemple pour expliquer comment fonctionne la Libye. Le Libyen il répond à son chef de tribu. Il ne va pas y répondre à un parlementaire ou à un parti politique. C'est quoi un parti politique? Parce que ça, c'est une spécificité qu'on a toujours. Voilà, on va dire, chaque fois qu'on parle d'un pays, on voudrait, il y a ces grands discours qui voudraient qu'on calque notre système parlementaire, qu'on le calque sur un pays, mais on ne tient pas compte des réalités locales. Non. La Libye, c'est un système tribal qui prévaut. Bah, c'est tribal. C'est complètement tribal. Je vous dis, tribal. Kadhafi était à la clé de voûte. Quand vous enlevez la clé de voûte, tout s'effondre. Tout s'effondre. Ah, Kadhafi, en fait, était le seul, on va dire, à pouvoir fédérer, en tout cas, oui, parce qu'il avait toutes les tribus. Il avait l'appui de toutes les tribus. Bah, il avait l'appui parce qu'il avait l'historique, il avait le passé, il connaissait les conflits, donc il jouait justement, il négociait tout le temps pour qu'il y ait cette stabilité en Libye. Et il y avait cette stabilité pendant 41 ans. Parce que juste avant la chute aussi de Tripoli, il y a eu cette grande réunion de toutes les tribus qui lui ont redonné confiance et toutes les tribus étaient d'accord. Ils étaient à peu près 2000, il y avait 2200 tribus. Voilà, ouais. Mais il est vrai que BHL en a réuni 12. 12, ouais. Et il a dit qu'effectivement la Libye s'était réveillée, que les tribus libyennes étaient contre Kadhafi. 12 tribus contre 2250. Bah, pareil, c'était occulté, personne n'en a parlé. Et on ne veut pas leur apporter l'importance parce que le but aussi de l'OTAN et des multinationales, de cet impérialisme économique, c'est de casser justement cet héritage culturel qui fait que, si vous voulez, c'est plus difficile de, comment dire, c'est plus facile de contrôler un individu que de contrôler une tribu. C'est l'ont bien compris. La preuve, il n'y aurait pas depuis 4 ans. Le problème, c'est que, comme je dis, la Libye, c'est pas l'Irak. La Libye, c'est peut-être des tribus différentes, mais ils sont tous dans le même consensus religieux, ils sont tous sunnites, ils ont quand même vécu pendant 41 ans confortablement, ils savent ce qu'ils avaient avant, ils savent ce qu'ils ont maintenant. Et cette division, ils n'en veulent pas, parce que la division, elle va poser des problèmes. Donc, moi, c'est pour ça que je suis confiant pour l'avenir, parce que l'avenir, elle passera à travers les tribus. Et d'ailleurs, Kadhafi, dans le dernier discours qu'il a prononcé à Sirte, le dernier audio, il a dit que c'est par les tribus libyennes que la Libye va se relever et que les tribus libyennes vont réparer justement le mal qui a été fait. Et c'est par là que ça se passera. C'est-à-dire que les tribus... D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans les faits, puisqu'il y a un conseil militaire des tribus qui a été créé au mois de mai. Il y a eu un appel qui a été fait pour que les membres des tribus qui sont exilés rentrent. Et actuellement, on a beaucoup de Libyens qui ont intégré les milices tribales. Et ces milices ont reconnu le gouvernement de Tobrouk, ce qui pose un problème à l'ONU. Pourquoi? Parce que le jour où ces gens vont prendre le pouvoir, ils demanderont donc l'annulation de la loi d'exclusion, le retour de ces 4 millions d'exilés libyens. Et en cours, actuellement, il y a un projet de création du Parti vert unifié, parce que dans une démocratie, on ne peut pas interdire à un parti d'exister, d'accord? Ben non, c'est un non-sens. Oui, parce que dans leur démocratie, donc le Parti vert, lui, n'a pas le droit d'exister. Ah non, interdit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je l'ai déjà dit et je le redis, quand vous sortez avec un drapeau vert en Libye, vous faites tuer. C'est même pas arrêté, vous faites tuer. Voilà. Le vert est proscrit en Libye. Vous n'avez pas le droit de sortir avec du vert. Ah, on en est là. Ouais. On en est là. On en est là. Et il y a eu des exécutions sommaires de gens qui, au départ, sont sortis. Parce qu'au départ, en plus, je veux dire, cette loi de la terreur, ils ont dû l'imposer avec le temps. Parce que dans les premiers jours de la prise de Tripoli, je me rappelle d'un reportage, justement, encore une fois, Russia Today, on va dire la seule chaîne un peu objective au niveau international, qui se baladait dans les quartiers de Tripoli et qui montrait que tous les gens étaient encore attachés à Kadhafi. Quoi. Quand il les interrogeait, ils disaient, mais vous savez, nous on est pro-Kadhafi, on est pro-Kadhafi. Et c'était après la chute de Tripoli. Et il semble qu'il y ait eu donc des tracts, une espèce de pression. D'ailleurs, il y a eu, je vous dis, après la chute de Tripoli, il y a eu déjà plus d'1 million de Libyens qui ont fui, qui sont passés du côté en Tunisie. Bien sûr, il y a eu une traque, bien sûr. Mais là, il faut savoir qu'en ce moment, il y a à peu près 60-70 000 prisonniers politiques. Il y a eu des centaines de milliers de Libyens qui ont été exécutés dans les prisons. Voilà, femmes, enfants, vieillards. Vous avez des gens, là, dernièrement, ils ont condamné un homme qui a 89 ans parce qu'il était resté fidèle à Kadhafi à 7 ans de prison.
qui n'avait rien à voir dans le schéma politique, mais qui est Justement, un simple citoyen, simple 73 ans, citoyen. 89 ans. Voilà. Mais bon, face à c'est rien, il y a eu des tortures. Puis alors le problème, c'est que vous savez, les Libyens qui sont exilés, qui ne peuvent pas s'organiser parce qu'il leur reste de la famille en Libye, et puis c'est des menaces de meurtre, d'enlèvement, voilà. Donc il y a tellement eu une répression tellement forte et sévère de la part des milices, de la part sponsorisée par l'OTAN sur la population, qu'il y a une peur, il y a une peur évidente. C'est la raison pour laquelle très peu de Libyens ont s'exprimé. Voilà, il y a des Libyens en France, jamais ils viendront s'exprimer parce qu'ils ont encore de la famille en Libye Oui, et ils savent que ils doivent être en danger. où ils ont des membres de leur famille qui sont en détention et le deal est si tu parles, bon, on va tuer ton père. Si tu parles, on va torturer ta mère. Voilà. Donc ces gens ne s'expriment pas. Oui, parce que en plus, il y a eu, on le sait, parce que quand il y a eu la prise de Tripoli, en fait, ils ont pris Tripoli, mais en fait, tout le reste de la Libye est encore quasiment verte, si j'ose dire, entre guillemets. Et donc, ils sont obligés d'y aller ville par ville. Et il y a eu, évidemment, Sirte, puisque c'est la ville de Kadhafi, hein, c'est bien ça, la ville de Sirte, qui a été un peu l'alter ego de ce qui s'est passé de l'autre côté pendant la guerre d'Irak avec Fallujah, où nous avaient présenté les Américains, oui, il y a de la résistance, etc., alors qu'ils étaient en train de tout bombarder, ils étaient en train de raser la ville, littéralement. Il y a des photos, hein. Voilà. Vous tapez Sirte avant et Sirte après, Sirte voilà. 2011, vous verrez. Hein, je pense que la régie, elle pourra même nous montrer la photo. Ouais. Sirte avant et Sirte Ouais, après. Sirte après. C'est... Et je vous dis, c'est. Parce qu'il y a eu quasiment 2 mois pour prendre la ville, hein, pas Ouais, à loin. peu près, Ouais. ouais. Parce qu'on entendait tous les jours, Ouais. et puis on nous montrait pas d'images. Non. Hein, on nous disait juste des combats sont en cours à Sirte. Voilà, c'était tout ce que... Et pendant ce temps-là, toi tu me disais que tu avais des nouvelles, c'était un massacre. Un massacre. Un Pas d'eau, carnage. pas d'électricité, pénurie de médicaments, des civils morts. Alors les corps arrivent, on ne peut pas les soigner. Il y a à peu près plus de 40% des gens qui sont morts faute de soins, enfin bon, qui avaient au départ des blessures mineures qui auraient pu être soignées, mais faute de soins. Alors après, si vous avez Médecins sans frontières qui disent, ouais, on arrive, ils sont arrivés à la fin, quoi. Ils ont, bon, mais c'était un massacre, hein, 20 000 morts. 20 000 morts. 20 000 morts pour la chute de Sirte. Ouais. Voilà. Et après, il y a eu Bani Walid aussi. Bani Walid, alors Bani Walid, c'était plus tard. C'est plus tard, ouais, voilà. C'est en 2012, et là, ils ont carrément enfin, les milices de Misratan ont utilisé du gaz moutarde sur la population. Voilà. Sur la population. Alors les Libyens là-bas, les médecins ont prouvé tout ça. Bon, ils sont passés par des avocats pour déposer ces plaintes sur ces pays. Bon, rien. Et on laisse le dossier dans le tiroir. On parle d'autre chose. Mais ça, il y a des faits factuels, il y a des preuves, c'est concret. On n'en parle pas. Alors nous, on a contacté Amnesty International, bien évidemment, parce qu'on cherche des appuis. Et donc j'ai vu Amnesty International France, parce qu'ils ont lancé une campagne contre la torture en septembre, vous savez, contre la torture. Oui, la torture. Alors, on les appelle, bon, écoutez, ça tombe bien, on a des centaines et des centaines de témoignages, de vidéos, de photos de torture qui sont actuellement pratiquées dans les prisons en Libye. Donc on a besoin d'un coup de main. Ah non, non, la Libye, non. Ben, pourquoi? Ben, voyez avec Londres. Londres, ben non, c'est pas notre priorité. Non, on n'en parle pas. Alors on insiste, parce qu'on est quelques militants, on fait du rentre-dedans à Paris. Bon, ils commencent un peu à s'énerver. Alors effectivement, chose étrange, 3 jours après, on voit sur le site d'Amnesty International, où ils parlent effectivement de la torture en Libye, mais du temps de Muammar Kadhafi. D'accord. Sympathique. Et quand on leur parle de ces 4 millions de Libyens exilés... Rien. Et justement, voilà, je sais qu'il y a eu un refus du HCR de... Alors, nous avons entrepris... Alors, le Haut Comité aux réfugiés, voilà. organisme de l'ONU. Donc, au sein du Rassemblement international pour une Libye démocratique, nous avons entamé... donc, moi, je me suis rendu à Tunis pour rencontrer le responsable du HCR en Tunisie, hein, puisqu'il y a quand même 2 millions de Libyens exilés là-bas, qui me dit, ah oui, on peut, au cas par cas. 2 millions de Libyens. Alors, un traitement de dossier au cas par cas, c'est à peu près 6 mois, hein, entre 6 mois et 1 an. Donc, il compte 250 ans, quoi. Pour voilà. faire... Bon, enfin, il me fait comprendre, écoutez, monsieur Pucciarelli, vous êtes quand même courageux, parce que, là, vous savez, on est sur un sujet quand même délicat. En plus, vous êtes connu comme étant un pro-Kadhafi, donc déjà là, vous êtes mal parti. Bon, vous savez, c'est un peu compliqué. Bon, alors du coup, on appelle le HCR, monsieur Georges Gicas, responsable du HCR à Genève, entretien téléphonique de 20 minutes,
où il admet qu'à la fin, que la décision étant politique, l'Europe et les Américains refusant de financer, ces derniers ne peuvent pas reconnaître. Alors après, ils mettent la faute sur l'Égypte et sur la Tunisie. Parce que ces Libyens étant en Tunisie, en Égypte, ça serait au gouvernement égyptien et tunisien d'en prendre la responsabilité financière. Ok, sauf que qui est responsable du déplacement de ces populations? C'est l'ONU. C'est l'ONU, c'est la communauté internationale. C'est l'OTAN, c'est l'OTAN. Voilà. Ouais. Donc nous, on demande simplement au moins qu'il y ait un rapport qui soit établi sur ces 4 millions de Libyens exilés. Bah, vous avez sur le site du Haut Commissariat aux réfugiés, il n'y a pas un rapport. Rien depuis 2011. On ne parle pas de cela. Alors on se retrouve avec ces Libyens qui... Les enfants ne sont pas scolarisés, bon, la misère, ils vivent dans les cimetières. En Tunisie, ils vivent sur les plages. Il y a des femmes libyennes qui étaient mères de famille, qui vivaient très bien sous Kadhafi, qui sont obligées de se prostituer pour nourrir leurs enfants. Enfin, on est dans des situations catastrophiques, mais personne n'en parle. Personne. Amnesty International considère que ce n'est pas prioritaire. Le HCR nous dit en off que bah non, c'est politique. Ah bah bien évidemment, parce que dès lors que le HCR reconnaît le statut de réfugié à ces réfugiés, de fait, ça sera un statut de réfugié politique, puisqu'ils sont en dehors de la Libye. Donc sur une population de 6 millions d'habitants, vous avez 4 millions de Libyens qui sont réfugiés politiques. Ça pose un problème sur le bien fondé de cette pseudo-révolution populaire du 17 février 2011, comme ils aiment à l'appeler. Voilà. Donc on est là, on est dans un silence complet, total. Puis c'est vrai qu'on est un peu démunis parce qu'on a essayé de demander des aides auprès d'ONG qui ont les moyens, qui peuvent, parce que nous on est bénévoles, enfin bon, on n'a pas de moyens. Hein. Et on pensait trouver des appuis, mais non, on ferme la porte, c'est terminé. On ferme la porte, on ne veut pas parler de cela, on n'en parle pas. Alors on a essayé de contacter la Commission européenne des affaires étrangères, ainsi que la Commission des droits de l'homme. Alors ils nous ont promis en juin, oui, on va vous recevoir, aucun problème. Et puis on attend toujours, là on est au mois de février, on attend toujours l'invitation. Donc c'est pareil, on n'en parle pas. Voilà, bah les services de Madame Reding, s'ils nous regardent, parce qu'ils sont un peu plus prompts à donner des leçons à la France. Ah oui, alors quand il s'agit de Rome et autres. Hein. Alors il y a Isabelle Guigou qui est présidente de la commission à l'Assemblée nationale des affaires étrangères, que nous avons contacté fin de non-recevoir. Madame Guigou, d'accord. On a contacté la commission parlementaire au Sénat, fin de non-recevoir. Nous avons contacté l'ambassadeur des droits de l'homme au Quai d'Orsay, fin de non-recevoir. Oui, on bosse quand même. Hein. Ah ouais, On a contacté l'ambassadeur de France à l'ONU, donc qui se trouve à Genève, fin de non-recevoir. On a contacté la commission des droits de l'homme du gouvernement français, enfin de l'ambassade de France, toujours à l'ONU, fin de non-recevoir. Il n'y a rien à voir, circuler. Voilà. Et tous ces gens-là sont payés, il n'y en a pas un qui prend le dossier. Pas. Parce que, évidemment, c'est un dossier qui dérange, quoi. On voit l'implication politique. Non, mais c'est grave. Et puis bon, alors c'est pour ça qu'on a prévu au sein des comités révolutionnaires internationaux de lancer une campagne à partir mars, avril, pour faire des rassemblements, faire des actions pertinentes. Alors peut-être pour demander déjà des comptes à nos politiques sur cette intervention de 2011, parce que nous, si vous voulez, l'objectif de contacter Guigou, c'était de demander une commission d'enquête parlementaire sur ce qu'il s'est réellement passé et les bien fondés. Parce que bon, on a le droit de se dire, bon, après tout, Hollande, il n'a rien à voir là-dedans. On est d'accord. Sauf qu'il a à voir là-dedans, parce que lorsque Sarkozy a déclenché l'intervention de l'armée française, au bout de 3 mois, il a passé la loi auprès du Parlement, et là, tous les députés socialistes sont votés. Il n'y en a qu'un qui s'est abstenu, hein, je crois. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais tous les députés socialistes sont d'accord avec ce qui se passe. Mais ça va encore beaucoup plus loin que ça, hein, parce qu'on se rend compte que la politique du Quai d'Orsay de Laurent Fabius est un copier-coller de la politique de Nicolas Sarkozy. Voilà. Mais pour cela, il est évident de comprendre que derrière ces DER, vous avez bien évidemment les États-Unis, l'Europe, mais le Qatar surtout. Et quand on voit que le fonds, il y a d'ailleurs Nicolas Beau, qui est un ancien journaliste du Monde et qui a son site Monde Afrique. Alors j'invite vos auditeurs à vous rendre sur ce site parce qu'il y a des informations très précises et assez complètes sur justement
ce qui se passe un petit peu dans le Moyen-Orient et dans le Maghreb. C'est des articles qui sont... Je fais un petit coup de pub. Hein, oh bah vas-y, vas-y. Voilà. Et donc, vous avez il y a le fonds, il y a un fonds d'investissement Qatari à hauteur de 10 milliards en France, où vous vous retrouvez avec un intime de Sarkozy à la tête et un intime de Fabius à la tête de cela. Donc, on voit bien que maintenant, l'intérêt de la France là-dedans, la diplomatie française, d'ailleurs même le Quai d'Orsay maintenant, on n'ose même plus s'exprimer sur ce qui se passe en Libye, mais on voit bien qu'il y a des réseaux derrière qui ont la main mise sur la politique étrangère française. Voilà. Et là, c'est grave parce qu'on rentre dans une situation pour la France qui est catastrophique. Notamment par rapport aux menaces djihadistes, comme on a pu le voir. Et puis le fait qu'on ait trempé les mains dans le sang, quoi. On va le dire. Ah bah oui, non mais allègrement. Alors, est-ce que la régie est prête pour la prochaine pause? Elle est prête. Eh ben, on fait la prochaine pause. Et puis ensuite, oui, on prend les questions. Troisième partie, on a dit qu'on allait prendre. Il y aura. Allez-y, préparez vos questions. Alors, les questions, bon, j'en ai vu tout à l'heure, il y en a déjà plein qui ont été auxquelles on a répondu. Bon, vous voyez, par anticipation, mais allez-y, posez vos questions. Et la troisième partie, on se consacre à y répondre. À vous, la régie. Voilà, donc de retour sur la libre antenne, toujours avec Franck Pucciarelli pour parler de la Libye. Les questions, justement, on va y répondre dans un instant. Tu vois, juste parce qu'on avait des informations à rajouter. Il ne faudrait pas qu'on oublie de dire certaines choses. Alors en particulier, il y a deux, trois thèmes particuliers. On va commencer par BHL. Je pense que tu avais des informations à nous donner très particulières sur... Voilà, alors on est en train de voir avec certains avocats la possibilité de porter plainte contre Bernard-Henri Lévy pour participation à crimes contre l'humanité et crimes de guerre, puisque ce dernier n'a eu de cesse que de pousser à l'époque en 2011 avec des informations complètement fallacieuses. Et il s'avère qu'on a les preuves de cela maintenant. En plus, on remercie BHL d'avoir écrit son ouvrage Le Serment de Tobrouk, puisque toutes les preuves sont noires sur blanc. Et on est en train d'étudier sérieusement, je dis bien sérieusement, la possibilité de porter plainte contre lui. Alors à partir de là, on espère que les auditeurs, les militants, un peu la dissidence nous soutiennent dans cette démarche, notamment dans le cas où il y aurait un refus, on ne sait jamais, du parquet d'instruire la plainte. Là, on pourra imaginer des rassemblements ou des actions pour pouvoir attirer l'attention, pour que justice soit faite pour une fois, parce que je crois que tout le monde sait qui est Bernard-Henri Lévy, mais je pense qu'il serait temps de passer à l'action avec les armes et les outils qui sont mis à disposition. Il faut quand même savoir qu'il y a une séparation des pouvoirs en France malgré tout, entre la justice et l'exécutif. Et je suis intimement convaincu, parce qu'il faut être positif, il faut un peu d'espoir, qu'on a là, sérieusement, sur le volet libyen, la possibilité de pouvoir déposer plainte à l'encontre de M. Bernard-Henri Lévy. Voilà. Donc, on va initier cette démarche. Il y a déjà plusieurs militants des comités révolutionnaires qui travaillent sur ce volet-là. Et on espère qu'une fois qu'on aura lancé, qu'on aura un soutien de la part de vos auditeurs, de la part... je pense que Dieudo nous filera un coup de pouce là-dessus, parce qu'il a quand même été en Libye. On l'a rencontré en septembre dernier, il a dit qu'il nous donnera un coup de pouce par rapport à ce que vit, le drame que vit notamment ces 4 millions de Libyens. Il est très sensible à ce problème, parce qu'il est vrai que dans la dissidence, comme elle aime à s'appeler, on a un peu occulté le peuple libyen quand même. Personne. On a fait quelques rassemblements devant l'ambassade de Libye, qui avait mal tourné d'ailleurs. On avait fait alors, justement avec nos camarades qui sont actuellement en train de se battre dans le Donbass, l'unité continentale. Oui. Alors à cet effet, je profite de votre antenne, puisque il faut savoir qu'actuellement, les membres d'unité continentale sont bien présents dans le Donbass, sont en train de se battre réellement. Ils ont eu 2 blessés graves au sein de la brigade, et ils ont lancé un appel aux dons parce qu'ils sont réellement volontaires. Ils sont partis par leurs propres frais là-bas. Ce ne sont pas des mercenaires, ils se battent pour leurs idéaux. Le souhait du peuple de Donetsk, des républiques du Donbass, c'est de créer une démocratie directe. Donc ils se sont inspirés de l'idée de donner le pouvoir au peuple.
Donc là, ce sont des gens qui se battent par conviction et qui ont besoin d'aide. Là, ils ont besoin d'argent parce qu'ils sont sur le terrain, ils ont besoin de gilets pare-balles, ils ont besoin de médicaments, ils ont besoin de vêtements. Donc je lance un appel. Vous allez avoir la gentillesse, vous m'avez dit, de mettre sur votre antenne voilà, le site. Voilà, le site, puisqu'ils sont sur Facebook. Et j'invite tous vos auditeurs, tous les gens qui verront cette vidéo sur le site, d'aider ces gens parce qu'ils ont vraiment besoin, parce que ces gens-là sont vraiment partis avec des idéaux et sans aucune arrière-pensée financière ou personnelle. Ils se battent pour... Enfin, ils sont vraiment dans l'action, hein, pour le coup. C'est pas des gens qui vocifèrent, c'est des gens qui sont dans l'action et qui ont besoin d'aide. Et je pense qu'ils méritent d'être soutenus. Donc voilà. J'invite parce que voilà. Tu fais bien, en tout cas nous le Donbass c'est un autre sujet sur lequel on va continuer. On va beaucoup parler, on continuera à en parler. Hein. Mais c'est lié parce que c'est voilà, les mêmes ennemis. Exactement. Les mêmes ennemis. Voilà, il faut savoir que moi je dis qu'il n'y a pas. On essaie de nous emmener un choc des civilisations, alors que c'est un choc d'idéalisme là qui est en train de se mettre en place. C'est deux choix de société qui se présentent à nous. Soit on devient esclave du système qui nous est imposé par l'impérialisme économique, ou soit on reprend notre souveraineté. Et le combat que mène actuellement le peuple libyen pour reprendre son propre pouvoir, eh ben ces jeunes volontaires français qui sont en train de se battre le font pour le peuple du Donbass. Et je trouve ça plus que noble et je pense qu'ils méritent d'être vraiment aidés. Et c'est pour ça que j'espère que vos auditeurs et que les personnes qui verront ces vidéos seront généreux et aideront des gens qui vraiment sont dans le combat, qui sont prêts à donner leur vie. Qui sont prêts à donner leur vie, parce qu'il faut bien le... C'est une émission qu'on avait faite ici, ça me rappelle, avec Alain Benajam, qui justement, il soulevait le fait que ce qui arrive, en fait, aux Libyens, ce qui arrive en ce moment, voilà, dans le Donbass, parce que je ne vais pas dire les Ukrainiens, parce qu'ils ne veulent pas qu'on les appelle les Ukrainiens. La Nouvelle-Russie. La Nouvelle-Russie, Novorossia, voilà. Donc, ce qui arrive, en fait, à ces peuples-là, ce sont précisément des peuples qui refusent de se soumettre, en fait. Bah, complètement. Et si on refuse de se soumettre, eh ben, ils rentrent en guerre. Voilà. Et finalement, ce qu'il disait dans le raisonnement que je trouvais très juste, il disait, nous, si nous sommes en paix, c'est parce que nous sommes soumis. Il faut bien Tout à fait, c'est complètement ça. Ouais. C'est complètement ça. Voilà. Donc c'était une analyse très très intéressante parce que justement, je trouve, voilà, c'est exactement ça. Les peuples qui ont refusé de se soumettre à la loi de cet impérialisme oligarchique mondial, plus ou moins d'inspiration américano, on va dire sioniste, pour être général, mais en tout cas, tous les peuples qui s'opposent à ça se mangent une guerre. Mais complètement. Ils se retrouvent dans la guerre. Complètement. La Libye, la Syrie, l'Irak, là aujourd'hui. Même qu'un jour, il faudra se poser la question si on veut se libérer de ça en France, qu'est-ce que. Et c'est un peu, tu sais, ce que disent certains observateurs, que j'ai déjà entendu sur la web, qui disent le jour où on va se lever, regardez ce qui s'est passé pour les autres. Nous, il ne faut pas s'attendre en fait à ce qu'il n'y ait pas de réaction violente en face. C'est-à-dire le jour où on refuse de se soumettre. Ouais, mais après, il faut voir, il y a quoi? Il y a 150 000 fonctionnaires de police pour 66 millions d'habitants. Dans les effectifs de police, il ne faut pas oublier qu'il y a plus de la moitié qui sont smicards, qui touchent 1 200, 1 300 euros par mois, qui ne cautionnent pas. Je raconte une petite anecdote. Quand on a interpellé avec Nicolas, qui est dans le Donbass, que je salue parce que je sais qu'il regardera cette vidéo, ainsi que Victor, on vous souhaite bon courage et faites attention à vous. Donc Nico était avec moi lorsqu'on a malmené Abdelhakim Bellach lors de la conférence d'Iremo. Quand on est sorti, bien évidemment, 5 voitures de police nous attendaient. On a été emmenés au commissariat, sauf que les fonctionnaires de police se demandaient ce qu'on faisait là, que ce qu'on faisait était noble et que s'il y avait des gens qui devaient être incarcérés, c'était ce djihadiste islamiste qui avait du sang sur les mains, certainement pas nous. Bon, on nous a gardé 3 heures, on nous a relâchés. Mais tout ça pour dire que même au sein des services de la DGSI, de la DGSE, ou au sein de l'armée, il commence à y avoir... Il y a un malaise parce que, voilà, quand vous avez des militaires français qui sont partis se battre en Afghanistan, qui sont partis se battre en Côte d'Ivoire pour les intérêts des multinationales, pour les intérêts du CAC 40, pour les intérêts du FMI, de la Banque mondiale, quand ils se sont engagés au départ, c'était pour protéger la France et pas pour aller tuer des innocents ou aller foutre le bordel, pour aller piller les richesses d'autres pays. Voilà. Donc, il faut se dire une chose, c'est qu'en France, effectivement, qu'est-ce qui se passera, je n'en sais rien. Mais je crois que ce système de deux faits s'effondrera parce que ça ne peut pas continuer. On commence à avoir un épiphénomène avec ce qui se passe en Grèce. Ça va déborder aussi sur l'Espagne. Peut-être que l'Italie va aussi s'y mettre. Bon, voilà. Donc, et puis, tu veux faire aussi le lien avec des informations très sensibles, parce qu'il y avait un certain nombre de djihadistes français qui se battaient en Libye aussi. Et il y a eu des informations, donc tu me dis,
de ces services libyens. Voilà, alors les anciens membres des comités révolutionnaires qui sont encore très actifs en Libye, qui ont intégré la résistance, qui ont infiltré ces milices islamistes, hein, il faut le savoir, nous ont chargés, puisqu'on était en France, d'informer les services de sécurité intérieure françaises entre le mois de juin et le mois de septembre de menaces d'attentats sur Paris entre la fin décembre, début janvier 2015. Bon. Donc à partir de là, on a été traité par un agent de la DGSI. Donc on a communiqué des informations, notamment la présence de djihadistes français en provenance de Syrie, pour certains d'autres de Tunisie, avoir des binationaux, des Français de souche, bon, même si, bon, voilà. Alors on avait en juillet une configuration qui était la suivante, il y avait à peu près 200 djihadistes qui étaient stationnés à l'aéroport de Mitiga, sous contrôle d'Abdelhakim Belhadj, ami de BHL, voilà, reçu au Quai d'Orsay, 6 mois avant, voilà. Donc ces gens étaient là pour faire de la formation, pour se faire soigner, parce que pour certains revenaient de Syrie. Il y a eu la présence de djihadistes aussi à côté de l'aéroport de Sirte, qui est tenu actuellement par Hasner al-Sharia. D'accord. Il y a Derna, il y a entre Zaroua et Zaouïa, donc c'est à 30 km de la frontière, il y a 5 djihadistes en provenance de Syrie, qui avaient 3 ans d'expérience, qui ont fait de la formation auprès de jeunes Tunisiens qui venaient d'être recrutés par Daesh. Voilà. Donc on a donné ces informations avec les localisations précises. À partir de là, on nous a fait état de menaces, nos camarades libyens des comités révolutionnaires nous ont fait état, par rapport à des informations qu'ils avaient, d'attentats du style de ce qui s'est passé à Charlie Hebdo et au magasin Cachet, en disant qu'il y aura une cible privilégiée sur la communauté juive en France. D'accord ? Ce qui a été le cas pour le restaurant Cachet. Donc, au-delà d'avoir donné ces informations, ils ont proposé une collaboration technique en vue de protéger le peuple français, hein, entendons-nous. Hein. Il n'y avait pas de contrepartie par rapport à cela. Ils ont proposé que la France les aide techniquement, à savoir avoir le visuel de ces Français. Parce qu'avoir leur identité, c'est très compliqué, parce qu'ils n'ont pas leur passeport sur eux, parce qu'ils ont des fausses identités, ils ont voilà. Parce que c'est tout un réseau hein, qui est très bien organisé. Et on leur a proposé le visuel. Donc on donne l'information, fin de non-recevoir. On nous a coupé... C'est-à-dire que vous leur expliquez qu'il y a des attentats en France, vous avez des informations précises, etc. Rien. 4 jours avant, le 7 janvier, je reçois un coup de téléphone d'un contact libyen. Attention, ça va taper. Je rappelle parce que j'ai un numéro, j'appelle. Rien. 2 jours après l'attentat, j'appelle. On va vous rappeler. On attend toujours. Parce qu'il y a bien évidemment d'autres attentats qui sont programmés, que ce soit en France, mais aussi en Italie. Pour le moment, rien. Aucune nouvelle. Bah, c'est assez édifiant quand même ce que tu nous expliques. Alors, on va répondre aux questions, chers amis. On vous a pas oublié. Il y a pas mal de questions. Il y en a des super intéressantes. Par exemple, j'en ai vu une qui, voilà. On nous dit, pouvez-vous nous parler des conditions de vie des Libyens sous le règne de Kadhafi? Ce serait bien qu'on résume un peu parce que les Libyens, visiblement, ça c'est quelque chose que, évidemment, les médias n'ont jamais présenté puisqu'on a cessé de nous marteler la personnalité du colonel Kadhafi étant un dictateur horrible, obsédé sexuel au passage, etc., etc. Et on nous a jamais, absolument jamais, ça il fallait chercher ces infos-là sur les sites alternatifs, sur, on va dire, les autres sites d'information qui nous ont donné un petit aperçu de ce qui se passait en Libye, à savoir que les Libyens avaient énormément de droits sociaux, le système libyen n'était pas du tout celui qu'on croit. Quoi. Non. Voilà, donc parce qu'on nous dit est-ce qu'on peut résumer la vie des Libyens? Ils avaient des droits économiques certains. Alors ils payaient pas d'eau, tout ce qui était usage domestique, l'eau gratuite, l'électricité gratuite. La nourriture était subventionnée à 50%. Moi, j'ai acheté un Dafalgan à Tripoli parce que j'avais mal à la tête. Je l'ai payé 2 fois moins cher qu'en France. Voilà. Un produit import. Hein. Produit de laboratoire, ça dossier. J'ai acheté le kilo de tomates à, je crois, je sais plus, à 50 centimes d'euros. Le gouvernement le vendait à 25 centimes. D'ailleurs, il y avait un trafic qui était organisé avec des fonctionnaires corrompus qui les revendaient ensuite. Enfin bon, ouais, il y avait bon.
Il y avait quand même... Alors après, on nous a dit qu'il y avait des problèmes au niveau de la... Alors ça, c'est le truc en Tunisie. On nous dit, oui, les hôpitaux, effectivement, les soins étaient gratuits, mais les Libyens partaient toujours en Tunisie se faire soigner parce qu'il y a une meilleure qualité. C'est pas du tout pour ça. Parce que les Libyens qui partaient se faire soigner en Libye surfacturaient les prestations, s'arrangeaient. Alors il y a des cliniques qui ont fait fortune grâce aux Libyens pendant 20 ans, surfacturaient la prestation, et quand le Libyen rentrait en Libye, il se faisait rembourser. Voilà. Kadhafi était au courant, mais bon, il disait, bon, c'est pas grave, voilà. Donc, en plus, d'accord, donc il profitait un peu, sûr. voilà. Les hôpitaux étaient des hôpitaux de qualité, avec du bon matériel. Voilà, donc l'école gratuite, de la maternelle jusqu'au cycle supérieur. Y compris pour les Africains. Voilà, y compris pour les Africains et pour, on va dire, ceux qui faisaient des formations à l'étranger. Voilà. Parce que si la formation n'existait pas en Libye, le gouvernement l'envoyait à l'étranger et tout était payé. Alors il y a mieux que ça. Quand un étudiant était diplômé en Libye, par exemple, ingénieur ou docteur, qu'il ne trouvait pas de travail, l'État lui donnait le salaire jusqu'à ce qu'il trouve un travail. D'accord. Voilà. C'était vraiment un système social extrêmement développé. Lorsqu'il y avait des familles qui étaient assez démunies, il y avait des magasins d'État où là c'était quasiment gratuit, c'est symbolique. Vous arriviez avec votre livret de famille, bon, payez une somme dérisoire, symbolique. Voilà. Au-delà de tout ça, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un couple se mariait, l'État donnait 75 000 $. On a parlé des crédits à taux zéro. Donc, effectivement, les Libyens... moi, je parlais avec des Libyens, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez à nous embêter avec Kadhafi? Si je suis habillé, c'est grâce à Kadhafi. Si je parle, c'est grâce à Kadhafi. Si je mange, c'est grâce à Kadhafi. Si j'existe, c'est grâce à Kadhafi. Mais ça, jamais personne n'en a parlé. Ça a été repris un peu par les médias russes, ça a été repris par le Venezuela, Téléchou, qui interrogeaient les gens qui manifestaient. Pourquoi ils manifestaient leur soutien? Parce qu'ils se disaient, voilà, on est chez nous. Kadhafi, qu'est-ce qu'il nous a fait de mal? Il nous a tout donné. Il l'appelait le papa. Vous savez, une journaliste, comment elle s'appelle, française, qui avait dit, qui avait expliqué qu'elle s'était fait violer. Ah oui, je m'en souviens, oui. Ouais. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que Kadhafi avait autour de lui des infirmières ukrainiennes qui ont témoigné, qui étaient bien plus gracieuses et féminines que cette journaliste en question, qui ont travaillé pendant 15-20 ans avec Kadhafi. Jamais il a eu le moindre geste déplacé. Kadhafi a rencontré à différentes occasions mais bon, il y a des centaines de femmes qui vous feront part que c'était un homme qui était certainement peut-être un peu charmeur par moments, mais qui était respectueux. Et il n'a jamais abusé. D'ailleurs, ces infirmières bulgares l'appelaient papa Kadhafi. Les fameuses affaires des infirmières bulgares. Non, les ukrainiennes, parce qu'il avait, voilà. Il l'appelait papa, voilà. C'était quelqu'un qui était très proche de son peuple. Au moment de la fête El Fatah, du 1er septembre, qui fêtait l'anniversaire de la Révolution, il recevait les Libyens dans sa tente, ça durait 3 jours, il répondait au téléphone. Enfin, c'est quelqu'un qui était très abordable, qui était très proche de son peuple et qui a toujours œuvré dans l'intérêt de son peuple. C'est pour ça qu'il l'aimait comme ça. Non, mais il est encore aimé, Kadhafi. Il est encore aimé. Et plus que jamais. Alors, on me dit aussi, quelle est la situation des minorités religieuses en Libye aujourd'hui? Quelle minorité religieuse? Alors, justement, j'ai envie de poser la question, parce qu'il semble qu'il existait une toute petite communauté chrétienne à Tripoli. Il y avait et il n'y a plus personne. Il paraît que même l'église, ils l'ont détruite quasiment en arrivant. Non, mais il n'y a plus personne. Là. Il y a même l'ONU, là, tout le monde s'est barré. Là. Il n'y a plus un corps diplomatique. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Ah non, il n'y a plus personne. Ah bon, voilà l'état des communautés. Alors, on me dit... Une fois, alors bon, là c'est quelqu'un, Liberty, je crois, il troll quand il demande, une fois l'intervention militaire de l'OTAN en Libye finie, la coalition a-t-elle fait en sorte de construire des écoles, des hôpitaux, etc. La coalition, elle n'a rien construit du tout. Non, mais d'ailleurs, reconstruire pourquoi? Il y a 4 millions de Libyens d'exilés. Ouais. Donc déjà. Le peu qu'ils n'ont pas détruit sert aux milices pour tenir la ville. Quoi. Voilà. Il suffit de voir, il y avait quand même quelques photos où on voyait des enfants qui allaient à l'école. Il n'y a personne. D'ailleurs, une chose que le gouvernement, le Congrès général national a fait, ils ont ouvert 3 écoles en Tunisie pour les exilés. Bon, ce qui est une goutte d'eau. Hein. Le problème, c'est que les enfants, quand ils hissent le drapeau du l'hymne national, ils tournent le dos. Et ils refusent de chanter le nouveau hymne national. D'accord. Ouais. Et ça c'est Isabelle Monroe en parle dans son article qu'elle a fait. Alors, ce qui est étrange, c'est que juste après cet article, elle a été mutée au service presse Russie. Elle s'occupe plus de la Libye. Non.
faut pas trop dire la vérité avec la Libye. Alors, on me dit, que devient Moussa Koussa?